un code qui a été écrit par quelqu'un d'autre, qui n'est pas documenté, sur un langage que je ne connais pas, ADA, sur un operating system que je ne connais pas, VMS. Donc, je faisais du C, C++ avec Unix, Ultrix, digital. Et donc je me suis mis à bosser dessus, et puis ça me faisait vraiment... Bon. Et il y avait des spécifications qu'il fallait que je suive tout le temps. Donc c'était les normes. Et parfois les normes, ça n'avait aucun sens. Parce que si vous avez implémenté des protocoles et des interfaces comme ça, on vous dit de faire ça, ça, vous ne comprenez pas la logique, vous essayez de faire marcher, en fait ça ne marche pas. Et je me suis dit, waouh, ça c'est le truc qu'il faut. Ce qu'il faut vraiment être, c'est la personne en fait, qui spécifie les interfaces et pas être la personne qui les implémente. Déjà. Alors, sur ce, moi, j'étais un petit jeune, je bossais très très tard, je veux dire, John le sait, parfois samedi, dimanche, je me trouvais là, je me suis même un jour resté coincé dans un ascenseur pendant 3 heures le week-end. Et puis je marche et je tombe sur le bureau d'Isabelle Vallée-Harper. Puis j'arrive, qu'est-ce qu'il y a sur son bureau, tout ça, plein de papiers comme ça. Puis je regarde les normes que je dois implémenter. Puis je vois, en fait, elle était éditeur de certain nombre de normes. Je me dis, ça c'est le boulot que je veux. Finalement, j'ai eu ce boulot. Alors justement, après ça, tu rentres chez France Télécom, Oui. à la R&D pendant 3 ans. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier jour à France Télécom? Oui, ça c'était vraiment intéressant. Donc France Télécom à l'époque, CNET, le nom a changé, je crois, ça s'appelle France Télécom R&D ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est ça, hein? D'accord. Et donc, je me fais recruter au CNET et à Sophia Antipolis, donc très bien. Et puis j'arrive, je fais toutes les présentations et tout, et puis sur ce, il y a quelqu'un qui tape à mon bureau, on est 2 par bureau, il s'introduit, bonjour, je m'appelle Monsieur Inter, je ne vais pas donner le nom. Et il me dit, voilà, je suis le représentant de la CGT. Oui. Donc voici notre bulletin de souscription. Je ne sais plus comment parler maintenant. Et donc, tu peux aussi parler à mes collègues de CFDT et FO. Mais bon, je vais être le premier à t'accueillir ici. Je dis, je te remercie, tout ça. Il dit, tu sais, ici, il faut pas se mettre avec le patronat. D'accord. Oui, parce que tu sais, ça fait des années que nous avons négocié un contrat spécialement pour Sophia Antipolis. Et il faut absolument que tu le signes. Très bien, quelles sont ces conditions? Écoute, c'est très simple, il faut qu'à 5h03 précise, il faut que tu partes du bureau. Et ça, tous les jours. Parce que si tu ne parles pas du bureau à 5h03 précise, et que tu restes plus longtemps, ça va montrer au patronat qui est de l'autre côté, et qui va ensuite t'utiliser toi contre nous, pour que nous aussi on puisse travailler tard. Donc, toi, tu vas nous obéir, tu vas faire le nécessaire, et tu vas partir à 5h03. Donc, c'était vraiment, littéralement comme ça, il m'a suivi, et le même jour, il est venu à 5h03. 5h03. Allez, on part. Tu as retenu d'autres leçons importantes de ces 3 ans? Oui, je pense que je me suis fait attraper un jour en bossant samedi, je veux te dire. Je me fais convoquer lundi au bureau par le chef du département de CNET là-bas. Et il convoque jamais personne, il dit, la secrétaire dit, David, le boss te veut là, à ton bureau de sud. Ok, je monte. Qu'est-ce que tu faisais samedi à 10h? Ouais, je bossais sur un code. Où? J'ai dit, ouais, je suis ici. Pourquoi? Parce que la machine est là et que j'avais un bug dans ma tête et je voulais absolument venir, mais je me suis dit, tu sais que tu n'as pas le droit de faire ça? Je dis non. Je dis non, pourquoi? Parce que son boss, qui était donc à Paris, ici les Moulineaux, c'est là où il y a le truc, en fait, il a reçu une alerte de sécurité. Comme quoi quelqu'un a essayé d'entrer dans le building le week-end et que ça n'a pas le droit de le faire évidemment, donc bon, moi j'ai réussi quand même à entrer et faire mon travail et repartir, mais ils ont pris ma photo et tout ça.
Donc, il ne faut pas travailler les week-ends de France Télécom, c'est ce que j'adore. Tu rentres ensuite à l'ETSI, Oui. Qui est l'organisme européen des normes pour les télécommunications, justement pour t'occuper des normes, donc le fameux travail. C'est là que je vais rattraper Isabelle, je le sais. Et as-tu travaillé sur des projets ou des technologies qu'on utilise aujourd'hui et qu'on peut t'attribuer Je vous envoie des SMS. Ouais, donc ça, c'est fait partie de mon boulot. J'ai travaillé donc à l'Institut européen de normes de télécommunications, ou European Telecommunication Standards Institute, qui est basé à Sofia Antipolis. Donc c'est 3 buildings qui sont face à face. Et donc c'est très difficile le déménagement. Donc il a fallu juste que je passe à la porte d'à côté. Un truc que je t'ai pas dit, c'est que Etsy payait 3 fois plus que France Télécom. Donc ça m'a un peu motivé. Donc une fois que je suis entré dedans, on m'a dit, ben voilà, écoute, il y a un certain nombre de projets que nous avons. Donc on a un truc qui s'appelle phase 2 de GSM. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais GSM a évolué en phase 1, phase 2, phase 2 plus, 2.5, ensuite 3G, c'est ce que nous avons maintenant, 3.5G, etc. Donc toutes ces phases-là, tout ça, en fait, c'est défini par cet institut-là, d'accord? Cet institut, en fait, groupe les différents acteurs, et ça leur permet de spécifier les interfaces. Et donc moi, j'étais responsable, parmi plein d'autres choses aussi, donc de tout ce qui est normalisation de phase 2+, de GSM. Donc j'ai défini donc, toutes les interfaces d'interconnexion de réseaux SMS, et qui sont encore aujourd'hui implémentées, qui utilisent en fait SS7, la signalisation SS7 que John m'a appris à travailler sur BMS. Merci John. Donc voilà, ça c'est un des domaines. Un autre domaine, c'est la voix sur IP. Donc en 1995, WorkAltech, NetMeeting, non, Intel et WorkAltech ont sorti une application de voix sur IP. Et c'était l'époque, si vous êtes du marché télécom, c'était le monde de broadband et SDN. Donc tout le monde voulait faire des réseaux numériques, réseau numérique RNIS, réseau numérique intégration de service. Intégration de service, voilà. Donc ça m'a resté un peu. Et donc, le futur était le BRIS, le broadband. Donc la technologie qui allait supporter ça, c'était les ATM, donc Asynchronous Transfer Mode, et il y a eu des milliards de dollars qui étaient investis dessus, et en fait, ils voulaient faire Internet d'aujourd'hui. En fait, c'est ce qu'ils voulaient. Il y avait les réseaux intelligents, il y avait les broadband SDN, les ATM, ils voulaient tout faire, ce qu'on fait aujourd'hui. Le seul problème, c'est que c'était fait par les infrastructures. Je veux dire, les gens qui font des équipements de réseau, qui font des réseaux, qui ne comprennent rien aux applicatifs. Ils ne comprennent absolument rien. Et donc, mais ils spécifient tout. Et donc, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, la manière dont ils voulaient utiliser ATM n'allait jamais aboutir. Ça n'allait jamais aboutir. Et que le futur de convergence allait être Internet. Donc j'ai essayé de vendre ça à France Télécom, on m'a dit tout de suite de me la fermer, et que je continuais comme ça, il m'enlèverait des Etsy, il me le remettrait au CNET, avec 3 fois moins de salaire. Mais des week-ends. Et donc sur ce, moi je ne me suis pas arrêté, j'ai continué à entrer dedans. Et je me suis rendu compte que franchement, c'était de l'argent dépensé pour rien. On a dépensé des milliards de francs à l'époque dans le monde entier. Belcor ici, Deutsche Telekom là, etc., etc. Donc j'ai fait une proposition qui était vraiment une proposition économiquement viable, qui était d'arrêter de normaliser ATM, tel qu'on voulait le faire. Et donc je suis allé jusqu'au bout, et en fait j'ai gagné cause. On a arrêté un truc qui s'appelle NA, qui s'appelle Network Access, dans lequel le président de NA était quelqu'un de France Télécom qui m'avait sponsorisé. Et qui était donc marié à l'ATM. Parce que CNET avait inventé une partie de l'ATM avec des gens de Bell Labs. Et donc finalement, quelque chose d'assez amusant. Donc je vais devant le commissionneur de télécommunications qui gère le budget de l'ETSI, donc qui gère tout le coût de normalisation qu'on alloue à ce projet-là. Et je fais ma présentation est acceptée, finalement on arrête ça. C'est vraiment une victoire. Et à la fin, il arrive, il dit David, c'était vraiment une présentation vraiment très bien, j'ai vraiment apprécié le fait que tu prennes ça à cœur, tout ça. Je voulais juste demander un truc, j'ai pas bien compris. ATM, ça veut bien dire
Automated Teller Machine, n'est-ce pas? C'était la personne qui allouait le budget de télécommunications en Europe. Oui. Donc c'est là où tu t'es dit, bon, je m'en vais de ce monde et tu rentres dans le corporate. Oui, absolument. Donc la voie sur IP était en pleine naissance et c'était l'époque, tu sais, on pensait que ça n'allait pas marcher. Il y avait tous les gens qui disaient tu ne peux pas envoyer des paquets de voix sur un réseau de données qui n'est pas conçu pour ça. Hein. Donc en fait, ils ont pensé que ATM était conçu pour ça, donc ça ne marcherait pas. Et il faut toujours des gens qui croient et toujours des gens qui ne croient pas. Donc moi, je suis dans le bande qui croyaient et j'ai essayé de convaincre les gens qui ne croyaient pas. Et finalement, de fil en aiguille, je commençais vraiment à m'impliquer dans la normalisation. Moi-même, en fait, je n'avais pas vraiment le droit d'écrire des normes, moi. Parce qu'en fait, quand j'étais à l'ETSI, tu es plus neutre. Tu dois en fait essayer d'être diplomate. Tu dois essayer de gérer les différents intérêts des différents acteurs afin qu'en fait, on puisse se mettre d'accord sur un compromis. D'accord ? Et ce compromis-là, en fait, qui fait la norme. Mais parfois, les gens qui étaient là n'avançaient pas beaucoup. Donc, je commençais à mettre ma main dans le cambouis et j'ai écrit moi-même les specs. Et qui n'étaient pas normalement permis. Et bon, finalement, les specs étaient très bien reçus. Et donc, ce sont devenus en fait des normes maintenant. Et les gens m'ont dit, écoute, ça c'est une nouvelle voie pour Etsy, on va recruter maintenant des gens comme toi. Donc on a recruté ensuite plein d'experts à Etsy maintenant. À Etsy, si vous regardez, il y a plein d'experts qui sont recrutés pour écrire des normes, etc. comme ça. Et puis ensuite, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, je ne comprenais pas grand-chose à tout ça. C'était nouveau. Et je me suis dit, si je dois expliquer ça à quelqu'un, comment est-ce que je pourrais faire, je ne pourrais pas vraiment parce que je ne le comprends pas très bien. Donc j'ai décidé d'écrire un livre. Je me suis dit, bon, c'est la meilleure manière pour moi de comprendre comment ce truc-là marche. Et j'ai écrit mon premier livre avec un collègue de France Télécom, qui est devenu en fait le best-seller de IP Téléphonie. IP Téléphonie, voilà. Donc aujourd'hui, ça a été imprimé plus de 5 fois. Et je reçois encore des corrections dessus, parce qu'il paraît qu'il y a des erreurs. Donc ça a été en fait le tremplin qui m'a permis d'entrer dans le monde corporate. Donc grâce à ces livres, tu deviens une autorité sur le domaine et tu rentres chez Vocaltech justement. Oui. Tu as déménagé en Israël à ce moment-là, oui, à une période un peu chaude. Un peu chaude, oui. Avec femme et enfants. Avec femme et enfants. En fait, je devais aller à New York, c'est ce qu'ils étaient basés là. Et bon, ils ont changé de CEO juste à ce moment-là. Et le CEO a dit, écoute, si tu veux, il vaut mieux que tu viennes en Israël. J'ai dit, Israël? Mais je viens juste de voir que Saddam m'a envoyé 5 scans. Vous rigolez ou quoi? Et je dis ça à ma femme, je dis non, on va pas là-bas. Ils ont dit, écoute, en Israël, tout est possible. Écoute, avant de dire non, viens avec ta famille, tout ça, et au bout d'une semaine, si ça ne te plaît pas, on t'envoie aux États-Unis. Je dis ça à ma femme. Ok, d'accord. Donc on part une semaine là-bas. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Tel Aviv. Si vous n'êtes pas allé, la sécurité est quelque chose d'assez pénible. Toujours est-il qu'en fait, je sors de l'avion, il y a le VIP reception, ils me prennent, je passe la sécurité en 3 minutes, j'arrive directement à un resort qui s'appelle Hotel d'Anakadia. Pour ceux qui sont des investisseurs en Israël, ils savent de quoi je parle. C'est le fameux hôtel où tous les deals se font. C'est un endroit qui s'appelle Haziga Pitwa, c'est les Silicon Valley d'Israël. C'est là que Vocaltech est né et plein d'autres startups. Et on reste une semaine dans ce resort avec 2 babysitters pour les enfants, des balades partout. Ma femme m'a dit, moi je peux vivre aussi. Le soir, le dernier soir de notre truc, le CEO amène, enfin, c'est vraiment le grand jeu, quoi. Et puis il dit à ma femme, alors, Valérie, est-ce que tu veux bien venir vivre ici? Ah oui. Donc,